Donc, bonjour à tous, auditeurs et internautes, et bienvenue à ce 5e cours de la série Sémantique mécanisée. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'analyse statique par interprétation abstraite. Donc l'analyse statique, on en a déjà pas mal parlé au 3e cours, dans le contexte des optimisations de compilateurs. Et donc je vous rappelle de quoi il s'agit. En gros, donc, il s'agit d'inférer statiquement des propriétés qui sont vraies de toutes les exécutions possibles du programme. Alors il y a deux mots importants dans cette phrase. Il y a inférer, au sens qu'on ne demande pas d'aide du programmeur, et statiquement, au sens où on n'exécute pas le programme. On examine simplement le texte du programme et les entrées sont inconnues. Et l'utilisation principale qu'on avait vue au 3e cours, c'est pour améliorer les performances du code en guidant les optimisations. Donc, par exemple, l'élimination de code mort et l'allocation de registres qui étaient guidés par les résultats de l'analyse de durée de vie. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à des analyses statiques qui améliorent la fiabilité des programmes, essentiellement en montrant l'absence ou en détectant la présence possible d'erreurs de programmation. Alors, le genre d'erreurs à l'exécution, par exemple, qu'on peut vouloir exclure par analyse statique, c'est ce qu'on appelle donc les erreurs à l'exécution, par exemple des divisions par zéro, par exemple des accès dans un tableau en dehors des bornes, par exemple l'accès à un bloc mémoire qui a déjà été libéré. Et ce genre d'erreur de programmation qui est assez simple est quand même responsable de plus de la moitié des failles de sécurité, par exemple, dans les programmes écrits en C et C++ en particulier. Donc c'est bien d'essayer d'avoir des outils pour s'en débarrasser. Et comment une analyse statique peut aider? C'est assez simple. Si on a par exemple une division entière A sur B, et par ailleurs des résultats d'analyse statique qui suffisent à nous dire que B ne peut pas être égal à 0. Par exemple, on connaît un intervalle de variation pour B, et 0 n'est pas dans cet intervalle. On sait que B est strictement positif, ou on sait que B est strictement négatif. Alors il n'y a pas d'erreur possible. De même, pour un accès au tableau PI, si on connaît les bornes de validité du tableau, donc on sait que le tableau a été alloué avec ses bornes et pas désalloué encore, et on sait que l'indice est dans l'intervalle, là non plus, il n'y a pas d'erreur possible. Et puis, si l'analyse n'arrive pas à établir ce genre de propriété, elle peut émettre une alarme et demander à ce que le programmeur regarde s'il y a un problème. Signaler un problème potentiel et le faire examiner par le programmeur. Alors un peu plus graphiquement, on peut représenter ça de la manière suivante. Donc les exécutions possibles du programme, on peut voir ça comme des trajectoires dans un espace de configuration. Alors ici, l'espace il est très simple, il y a juste une variable qui est l'ordonnée, puis en abscisse c'est le temps de l'exécution du programme. Et donc, on a plusieurs trajectoires possibles suivant les entrées du programme. Et on a une zone rouge qui correspond à des erreurs à l'exécution. Si la trajectoire rencontre la zone rouge, quelque chose de mal se produit, un accès hors borne de tableau, des choses comme ça. Et on peut voir le résultat de l'analyse statique, comme cette zone verte, donc comme une surapproximation des exécutions possibles du programme. Donc là, c'est juste un intervalle de variation pour notre variable, donc ça nous donne un rectangle. Et qui contient toutes les trajectoires. Et ici, il se trouve qu'il ne rencontre pas la zone rouge, donc on est certain qu'il n'y a pas d'erreur possible à l'exécution. Alors, si la zone verte, le résultat de l'analyse rencontre la zone rouge, une alarme se produit. Et alors, ça peut être une vraie alarme ou une fausse alarme. La vraie alarme, c'est qu'il existe un comportement erroné qui rentre dans la zone rouge, et auquel cas l'analyse statique a attiré notre attention sur ce fait. Il peut aussi y avoir une fausse alarme, au sens où les trajectoires évitent la zone rouge, mais l'approximation qu'on fait par un rectangle ici est trop grossière. Et ça milite en faveur d'analyses plus précises, par exemple en utilisant des polyèdres ou tout simplement des intervalles, mais qui varient dans le temps, pour faire disparaître la fausse alarme. Pour encadrer plus finement les comportements effectifs du programme. Alors, le genre de propriété vérifiable par analyse statique, donc, comme je l'ai dit, c'est principalement des absences d'erreurs à l'exécution. Donc, pour tout ce qui concerne tableau et pointeur, pas d'accès hors borne de tableau, pas de déréférencement du pointeur nul, pas d'accès après une désallocation explicite, respect des contraintes d'alignement du processeur.
En arithmétique entière, donc pas de division par zéro, de préférence pas de débordement arithmétique. En C, C++, les débordements arithmétiques entiers signés sont des comportements indéfinis, donc sont des erreurs de programmation. Le programme peut planter, le programme peut faire n'importe quoi. Dans d'autres langages comme Java ou Camel, ils sont définis. Mais bon, peut-être on veut pas, peut-être ils n'étaient pas prévus par le programmeur. Et le même raisonnement aussi pour l'arithmétique en virgule flottante, dont a parlé Sylvie Boldo au deuxième séminaire en décembre. Généralement, toutes les opérations en virgule flottante sont complètement définies, avec des nombres ou des résultats spéciaux, comme par exemple plus l'infini ou moins l'infini en cas de débordement, ou not a number en cas d'opération indéfinie, 0 que divise 0. Mais souvent, les programmeurs n'ont pas, enfin, en particulier dans des schémas d'analyse numérique, qui ne sont pas vraiment prévus pour partir dans des infinis ou des not a number, et donc une analyse qui nous dit qu'il n'y en a pas est utile. Autre chose qu'on peut vouloir analyser sur les virgules flottantes, c'est le nombre de chiffres significatifs qu'on a encore, en particulier si on soustrait deux nombres qui sont très proches, on a une forte perte de précision, c'est ce qui s'appelle une catastrophic cancellation en anglais, et encore une fois, certaines analyses sont capables de rendre compte de ces problèmes. Après, il y a encore d'autres propriétés qu'on peut vérifier. On peut valider certaines assertions, certains invariants du programme. Alors, pas des assertions logiques arbitraires, bien sûr, on n'a pas la puissance d'une logique, mais on peut valider des intervalles de variation pour les sorties numériques, certaines préconditions de fonctions de bibliothèque, tel argument qu'un pointeur ne doit pas être nul, deux arguments ne doivent pas aliaser. On peut faire des analyses de formes, donc shape analysis, qui sont des formes simplifiées de logique de séparation, en fait, qui permettent de raisonner sur les structures de données chaînées et certaines de leurs propriétés. On peut vérifier les politiques de sécurité, comme par exemple le fait qu'une information secrète ne fuite pas, n'est pas révélée dans une sortie publique du programme. Symétriquement, qu'une entrée en laquelle on n'a pas confiance, un champ d'un formulaire web par exemple, n'est pas utilisée comme une requête SQL ou un morceau de code, d'accord, ce qui fait des attaques possibles. Donc ça, c'est les analyses de flot d'informations. Et puis, certaines analyses statiques établissent des propriétés dites non fonctionnelles, c'est-à-dire qui vont au-delà de la correction du programme, mais s'intéressent par exemple à sa consommation en mémoire ou son pire temps d'exécution, dans le cas des systèmes temps réel critiques. Voilà, donc le type de propriété qu'on a envie de vérifier par analyse statique. Et maintenant, comment on va le faire ? Quelles analyses on va pouvoir mettre en œuvre? Et jusqu'ici, alors au troisième cours, on a vu des analyses statiques de type flot de données, donc qui ont l'avantage d'être entièrement automatiques, algorithmiquement efficaces, généralement entre O de n et O de n carré, ce qui est pas mal. Mais les propriétés qu'elles sont capables d'inférer sont très simples et généralement insuffisantes pour montrer l'absence d'erreur à l'exécution. À l'autre bout du spectre, on a la vérification déductive avec des logiques de programme qu'on a vues au cours précédent, logique de Hoare, logique de séparation, où là on peut vérifier des propriétés arbitrairement complexes, mais ça n'est pas automatique. Même avec une génération automatique d'obligations de conditions de vérification et de la démonstration automatique ensuite, il reste à minima le besoin d'annoter le programme par des invariants de boucle, des préconditions et des post-conditions de fonctions. Et donc ça demande quand même beaucoup plus d'efforts de la part des programmeurs. Donc la question qu'on va explorer aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Et donc une des réponses, c'est l'interprétation abstraite. Et pour la petite histoire, ça c'est une anecdote que j'ai entendue il y a un moment, j'espère ne pas j'espère la raconter correctement. Donc Radia Kuzo, qui est une des deux personnes qui ont inventé l'interprétation abstraite. Donc on raconte que Radia Kuzo, dans les années 70, avait été à l'école Markt-Oberdorf, donc célèbre école d'été en informatique qui existe toujours. Elle a lieu toujours au même endroit, le pensionnat d'un lycée au fin fond de la Bavière. Et donc à Markt-Oberdorf, elle avait suivi un enseignement poussé sur les logiques de programme, évidemment, peut-être même de la bouche de Dijkstra ou de Wirth, enfin les grands noms de l'époque. Donc avec logique de Hoare, plus faible précondition, plus forte post-condition, génération d'obligations, de conditions de vérification, etc., etc.
Et on raconte qu'elle en était rentrée quand même en se demandant si, est-ce que peut-être en regardant les propriétés un peu plus simples, on ne pourrait pas automatiser davantage l'approche et en particulier inférer de manière fiable des invariants de boucle. Donc fiable et automatique des invariants de boucle. Voilà. Et donc après quelques années de travail avec donc Patrick Couzeau, est apparue l'interprétation abstraite. Donc, ceci est le premier article publié, qui a fait connaître ces travaux, donc à la conférence Popol en 1977. Peut-être un des articles les plus denses en idées nouvelles que j'ai jamais lu. En gros, chaque paragraphe a donné ensuite lieu à plusieurs articles, voire une thèse de doctorat. Et donc, dans cet article, donc Patrick Couzeau et Radia Couzeau décrivent les grandes lignes d'un formalisme très général qui permet de concevoir, d'écrire, d'implémenter des analyses statiques précises. Et leur intuition, qui donne le nom à la technique, c'est qu'analyser un programme, en fait, c'est l'exécuter. Mais c'est l'exécuter non pas avec la sémantique concrète, habituelle, celle qui manipule des nombres, des valeurs, des états mémoire, avec une sémantique abstraite qui manipule, donc, qui calcule à l'intérieur d'un domaine abstrait des propriétés qu'on veut établir. Par exemple, si on veut faire de l'analyse d'intervalles, on va manipuler des propriétés comme x appartient à n1, n2, et donc calculer sur les intervalles n1, n2, c'est ça la valeur des variables x, et non plus juste des nombres. Et à tout moment, on va garantir que le calcul abstrait est une surapproximation du calcul concret. Le calcul concret doit toujours être un des cas capturés par le calcul abstrait. Et c'est ça qui garantit que l'analyse est fiable. Alors, quelques exemples de domaines abstraits qui ont été beaucoup utilisés, qui sont beaucoup utilisés dans les contextes d'interprétation abstraite. Alors, c'est surtout des propriétés sur les nombres. Quelque chose d'assez amusant. Des formalismes plus logiques, comme les systèmes de type, sont très, très bons pour décrire des structures de données, listes, paires, arbres, etc., et aussi des fonctions, mais très mauvais pour dire des choses sur les nombres, les propriétés des nombres. Et ces formalismes d'analyse statique, en particulier l'interprétation abstraite, sont en fait extrêmement efficaces pour capturer des propriétés numériques. Par exemple, donc, les intervalles de variation d'une variable, donc x est là du programme, a et b, c'est les bornes qui sont inférées par l'analyse. Des congruences, x modulo a est toujours égal à b, par exemple, x modulo 4 est égal à 0. Des relations entre plusieurs variables numériques, ce qu'on appelle l'analyse relationnelle. Par exemple, des inégalités linéaires, où les AI et les C sont des constantes déterminées par l'analyse. Et donc, quand vous avez une conjonction de ces inégalités, ça vous décrit un polyèdre convexe. D'accord ? Alors ça, c'est un petit peu difficile à inférer. Une forme un peu plus facile à manipuler, c'est les octogones, donc, qui sont des inégalités linéaires qui font intervenir seulement deux variables du programme et des coefficients qui sont plus 1 ou moins 1. Et donc ça vous donne des formes à vous, des polyèdres où oui, c'est soit horizontal, soit vertical, soit diagonal à 45 degrés. Certains vont même jusqu'à utiliser des ellipses, donc des inégalités non linéaires, des inégalités de degré 2. Et puis, on peut aussi décrire, par exemple, des formes de structures de données chaînées. Donc ça, c'est l'analyse de formes, en utilisant des choses qui sont essentiellement, comme domaine abstrait, les prédicats de représentation en logique de séparation qu'on a mentionné au dernier cours et que Arthur Charguero va mentionner à nouveau dans le séminaire tout à l'heure. Bien, alors faisons un exemple simple avec juste des intervalles. Donc ici, on a un petit calcul arithmétique, z égale x plus 2 fois y. Alors dans le concret, on a des valeurs exactes pour x égale 3, y égale 1, et donc on calcule facilement z, 3 plus 2 fois 1 égale 5. Dans l'abstrait, on a seulement des intervalles. Alors je vais noter dièse, par exemple x dièse, les abstractions. Donc x dièse, c'est l'abstraction de la variable x, plus dièse, c'est le plus du domaine abstrait, etc. Donc dans l'abstrait, peut-être on sait seulement que x dièse c'est 0,9, c'est-à-dire que x est entre 0 et 9, et que y dièse c'est moins 1, 1, donc y est entre ces deux bornes. Et à ce moment-là, on va en déduire que z dièse, c'est le résultat de l'arithmétique d'intervalle, 0,9 plus 2 fois moins 1, 1, c'est-à-dire moins 2, 11, si je ne me suis pas trompé. Bon, donc ça c'est facile, on peut le faire assez mécaniquement pour tous les calculs arithmétiques.
Arrivent maintenant les conditionnels. Donc, dans certains cas, on peut résoudre statiquement la conditionnelle, même dans le monde abstrait. Par exemple, cette condition, x strictement plus petit que 0, si on sait, si x dièse c'est 0,10, on sait que x est forcément positif, et donc cette condition est fausse, et donc la branche zen n'est pas exécutée. Et du coup, on peut enregistrer ce fait en disant que la valeur abstraite de la variable s, ici à la sortie de cette branche, c'est l'ensemble vide. Il n'y a pas de valeur concrète possible pour s, c'est un point de programme non atteignable. En revanche, dans la branche else, on refait un test, x strictement plus grand que 0, celui-là on ne peut pas le vérifier, on ne peut pas le décider statiquement, d'accord, puisque x peut être 0 ou peut être plus grand que 0. Et donc on va exécuter les deux branches, la branche then qui dit que s est égal à 1, et donc s dièse c'est l'intervalle 1, 1, et la branche else qui met s à 0, et donc s dièse c'est 0, 0. Et à la fin, quand les trois branches convergent, on prend l'union des possibilités, donc une bande supérieure de 0, l'intervalle 1, 1 et l'intervalle 0, 0, c'est-à-dire l'intervalle 0, 1. D'accord ? Et pour les boucles, on raisonne de la même manière. C'est-à-dire, en général, on doit supposer que les boucles font un nombre arbitraire de tours. Ici, on a une boucle while qui incrémente x. La condition est non résoluble statiquement. Et donc, tout ce qu'on peut inférer, au mieux, c'est qu'en sortie, x est entre 0 et plus l'infini. Il a été incrémenté un nombre inconnu de fois. En revanche, parfois, on a des boucles comptées, par exemple cette boucle for i égale 1 to 10, où, avec une analyse un peu fine, on peut voir que x est incrémenté au plus 10 fois. Et donc, son intervalle en sortie, c'est 0, 10. Bon. Donc, voilà le genre d'interprétation abstraite qu'on peut faire. Donc là, on a vu l'exemple avec les intervalles, et on peut le faire avec d'autres domaines abstraits, ceux qu'on a esquissés. Et du coup, décrivons un peu plus mathématiquement, plus formellement ce que c'est qu'un domaine abstrait. Et donc la formalisation classique, introduite et développée par Patrick Couzeau, Radia Couzeau et leurs disciples, c'est ce qu'on appelle une correspondance de Galois, ce qui est un gros mot ici pour dire simplement qu'on a un treillis de valeurs abstraites, donc un type A avec un ordre partiel. L'ordre partiel signifiant moins précis, et deux fonctions. Donc il y a une fonction d'abstraction et une fonction de concrétisation. Donc la fonction d'abstraction alpha, elle vous prend un ensemble de valeurs concrètes et vous renvoie à une valeur abstraite qui rend compte de toutes ces valeurs concrètes. Gamma, fonction de concrétisation, prend une valeur abstraite et vous rend un ensemble de valeurs concrètes qui est toutes les valeurs concrètes dénotées, représentées par cette valeur abstraite. Alors un petit exemple avec des intervalles toujours. Donc là on fait des produits d'intervalles, on a deux variables x, y qu'on approxime chacune par un intervalle. À gauche on a des points dans le plan en rouge. Quand on fait leur abstraction alpha, on peut obtenir le produit d'intervalle 1, 5, croix 1, 3. Et si on concrétise ce produit d'intervalle, on obtient les points ici en bleu de coordonnées entières qui sont dans ces deux intervalles, dans le produit de ces deux intervalles. D'accord ? Alors, il y a des propriétés importantes de cette concrétisation et de cette abstraction. D'abord, ce sont des fonctions croissantes. Ensuite, si vous avez un ensemble de points concrets, point rouge ici, vous abstrayez puis vous concrétisez, vous obtenez quelque chose qui contient l'ensemble d'origine. D'accord ? Donc, vous voyez que tous les points rouges ici sont bien dans ce rectangle de points bleus. Et ça, c'est la condition de sûreté, de correction sémantique de l'abstraction. Aucun comportement concret, aucun élément concret n'est oublié. On rend compte de tous les éléments concrets quand on abstrait. L'autre condition, c'est maintenant quand on prend une valeur abstraite, on la concrétise et on la réabstrait, on obtient quelque chose qui n'est pas plus grand, qui est inférieur ou égal à ce qu'on avait initialement. Et ça, c'est une condition qui est plutôt une condition d'optimalité, qui montre que nos abstractions ne sont pas gratuitement imprécises. Par exemple, on pourrait abstraire tout à top, l'ensemble de tous les points, d'accord, mais ça ne respecterait pas forcément cette condition. Et donc, mathématiquement, ça veut dire qu'entre l'ensemble partiellement ordonné A et l'ensemble des parties de C, donc les ensembles de choses concrètes ordonnées par inclusion, gamma et alpha forment une correspondance de Galois isotone. Bon, mais ça veut juste dire qu'on a ces quatre propriétés.
Et alors l'intérêt de présenter les choses comme ça, de faire rentrer nos domaines abstraits dans cette forme, c'est que ça donne une méthode systématique pour calculer les opérateurs abstraits. Donc rappelez-vous, pour les intervalles, on a dit on a la somme d'intervalles plus dièse, la multiplication d'intervalles fois dièse, et vous voyez bien ce que c'est. Bon. Et de manière générale, quand on fait une interprétation abstraite d'un langage de programmation, on a besoin d'opérations abstraites pour toutes les opérations concrètes du langage. Et donc, par exemple, si on a une fonction f, du concret dans le concret, on va définir son abstraction f dièse, qui va de l'abstrait dans l'abstrait. Comme, donc f dièse de A, ça va être la concrétisation de l'image par f, ça va être l'abstraction de l'image par f de la concrétisation de A. Donc on regarde toutes les valeurs concrètes x qui sont dans le gamma de A, on les passe à travers f, et on prend l'abstraction du nuage de points ainsi obtenu. Et cet opérateur, il a d'autres à bonne qualité. D'abord, il est correct. Si votre argument concret x est bien dans la concrétisation de votre argument abstrait A, alors votre résultat concret f de x est bien dans la concrétisation de votre résultat abstrait, f dièse de A. Et deuxièmement, il est précis, optimal en un certain sens. C'est-à-dire que f de A, c'est la plus petite abstraction A' qui vérifie cette propriété. Que si x est dans gamma de A, alors f de x est dans gamma de A'. Et enfin, une implémentation effective de f dièse, de l'opérateur abstrait, peut être dérivée par calcul. Alors, calcul symbolique, ou même à la main, à partir de cette définition ici. Alors, je vous montre l'exemple pour les intervalles. Donc là, on va calculer mécaniquement, sans trop réfléchir, l'opérateur plus entre deux intervalles. Alors, c'est quoi l'abstraction pour un intervalle? Donc là, x, c'est un ensemble de nombres entiers. Et son abstraction, c'est le plus petit intervalle qu'il contient tous. Donc la borne inférieure, c'est l'infimum, la borne inférieure de l'ensemble x. Et la borne supérieure de l'intervalle, c'est le suprémum, la borne supérieure de l'ensemble x. Et alors ça peut être moins l'infini et plus l'infini, bien sûr. Et la concrétisation d'un intervalle, vous savez tout ce que c'est l'ensemble des valeurs n, ici entières, qui sont entre les deux bornes a et x, a et b. Bien, maintenant, on déroule les définitions. Donc la somme abstraite de l'intervalle A1B1 et de l'intervalle A2B2, c'est l'abstraction des x1 plus x2, tel que x1 est dans la concrétisation du premier intervalle, x2 dans la concrétisation du second. On déroule les définitions. Donc c'est un intervalle dont la borne inférieure, c'est l'infimum de cet ensemble, x1 plus x2, tel que x1 est entre A1B1, x2 entre A2B2, et la borne supérieure, c'est le suprémum de cet ensemble. Alors c'est là qu'il ne faut pas aller trop vite, parce qu'il y a une analyse de cas à faire. Si un des deux intervalles est vide, cet ensemble dont on prend l'infimum et le suprémum est vide, et donc on obtient plus l'infini moins l'infini, qui est l'intervalle vide canonique. En revanche, si les deux intervalles sont non vides, c'est-à-dire A1 est inférieur ou égal à B1, A2 inférieur ou égal à B2, on voit assez facilement que c'est l'infimum et le suprémum de l'ensemble des x, tel que x est entre A1 plus A2 et B1 plus B2, c'est-à-dire l'intervalle A1 plus B1, A2 plus B2. Et la définition intuitive, qui consiste à dire c'est toujours A1 plus B1, A2 plus B2, elle est correcte, mais elle n'est pas précise. Dans le cas où un des intervalles est vide et l'autre est assez grand, ça va vous donner un résultat qui est un intervalle non vide, ce qui est une perte de précision. Ce n'est pas le meilleur intervalle qui contient toutes les sommes. Donc voilà, donc ça c'est l'approche calculatoire, et après elle permet de remplir des articles de dérivation d'opérateurs abstraits. Et on peut aussi, de la même manière, définir une interprétation abstraite des commandes. Donc là, ce qu'on a fait, c'est plutôt pour les expressions, arithmétiques, booléennes, mais on peut aussi interpréter de manière abstraite les commandes. Donc on se donne une sémantique opérationnelle qui nous dit qu'une commande C, démarrée dans l'état S, termine dans l'état S'. On se donne une abstraction des états mémoire. Donc cette fois-là, le alpha, il prend un ensemble d'états mémoire, ensemble de valeurs pour les variables, et vous renvoie un point abstrait. Et le gamma fait l'inverse. Et du coup, on peut dire que l'interprétation abstraite exec dièse d'une commande C, ça va être une fonction de A dans A, qui est donc une fonction de l'état abstrait avant exécution de C vers l'état abstrait après exécution de C.
et qui se définit comme l'état abstrait, c'est l'abstraction alpha de tous les états concrets S' qu'on peut atteindre en exécutant C à partir d'un état initial S qui est dans gamma de A. Voilà. Alors, la définition que je vous sors du chapeau ici, en fait, même cette définition, on peut la dériver de manière plus progressive, ce qui est fait dans les papiers d'interprétation abstraite classique. Donc à partir d'une sémantique dite collectrice, qui est une sémantique qui est non calculable, qui à chaque point de programme associe l'ensemble de tous les états concrets qu'on peut observer à ce point de programme. Et ensuite, on fait une abstraction sur ces points, sur ces ensembles, par les alphas. Et ensuite, on montre que ces abstractions sont reliées par des équations comme ça. Bon. Mais sur des langages comme IMP, des langages structurés, il n'y a pas vraiment de notion de point de contrôle. Et je trouve que c'est plus facile de juste poser la définition. Et une fois qu'on a posé la définition, on peut quand même dériver des choses par calcul. Par exemple, des équations pour exec dièse. Par exemple, exec dièse de skip, c'est la fonction identité. Skip ne change pas l'état abstrait. Skip ne change pas l'état concret non plus. Donc, exec dièse d'une séquence, C1 suivi de C2, ça va être la composition. On commence par exécuter abstraitement C1, puis ça nous donne un état abstrait final pour C1, qu'on passe en argument à exec dièse de C2, et ça nous donne l'état final abstrait pour la séquence. Ou des équations comme le déroulage de boucle. Le exec dièse d'une boucle while B d'où C, c'est le même exec dièse que de son déroulage. If B then C suivi de while B d'où C, else skip. Et donc on voit venir un calcul de points fixes qui va nous aider à trouver à analyser les boucles. Après, il y a une autre manière de voir ça, d'interpréter ce exec dièse, c'est en termes d'une logique de programme, d'une logique de OR. On peut lire un état abstrait A, dans le domaine abstrait des états, comme une assertion de la logique de OR. L'assertion, l'état courant appartient à gamma de A. Donc gamma, on peut aussi voir ça comme une fonction qui, à un état abstrait, vous renvoie une assertion sur l'état mémoire. Et du coup, exec dièse, il satisfait un triplet de OR faible. Il y a précondition A, commande C, postcondition exec dièse de A. Et c'est même plus fort que ça. Exec dièse de A, non seulement c'est une postcondition de C et de A, mais c'est la plus forte postcondition qui est exprimable dans le domaine abstrait des états. Ce n'est pas forcément la plus forte en logique arbitraire, mais c'est la plus forte que vous pouvez exprimer en termes de domaine abstrait des états. Et donc finalement, l'intuition que Radiacuso avait eue à Mark-Oberdorf est en fait assez bien réalisée. On fait de la logique de OR d'une certaine manière, mais avec des formules logiques qui ont une forme contrainte, qui sont celles qui proviennent des domaines abstraits, et donc sur lesquels on a une bonne algorithmique. Voilà. Donc ça, c'était mon résumé rapide, introduction rapide à l'interprétation abstraite avec l'approche classique, donc des correspondances de Galois. Alors maintenant, évidemment, nous, on va vouloir en faire une formalisation et une implémentation en coq, donc avec mécanisé. Et là, mais il y a quelques petits problèmes qui se posent avec cette présentation classique et qui vont nous faire aller vers une présentation légèrement différente, mais plus constructive. Donc un premier problème, c'est que donc, dans des logiques constructives, intuitionnistes, comme la théorie des types, qui est utilisée dans Coq ou dans Agda, eh bien, on ne peut manipuler que des fonctions, définir que des fonctions calculables. Et alors, dans les correspondances de Galois, la concrétisation gamma ne pose pas de problème. Donc, rappelons-nous, gamma, ça prend un élément abstrait, grand A, et ça vous renvoie un sous-ensemble, un ensemble de comportements concrets C. Donc, la représentation classique des ensembles en théorie des types, c'est le prédicat d'appartenance, donc C flèche propre, étant donné un C, est-ce qu'il appartient ou pas. Et donc, le gamma, c'est juste A flèche C flèche propre, ce qui est en fait une relation entre un A et un C, et qui est dans tous les domaines que je vous ai esquissés, qui est tout à fait décidable et définissable. Et en fait, on peut voir ça un peu comme on voit un prédicat de typage dans les systèmes de type. Un terme appartient à un type, et ici, une valeur concrète appartient à une valeur abstraite. Bon, aucun problème. Le problème, il est dans alpha, la fonction d'abstraction, qui est généralement non calculable dès que votre domaine C est infini. Donc, c'est quoi le type de C ?
ensemble de C flèche A, le type de alpha, pardon, ensemble de C flèche A, c'est-à-dire C flèche propre flèche A, et avec les parenthèses au bon endroit. Hein. Et alors ça, en coq, du moins, je crois qu'il n'y a que des fonctions constantes dans ce type. Parce que en coq, il y a cette subtile différence entre prop, l'univers des énoncés logiques, et puis type, l'univers des choses, des structures de données, l'univers dans lequel on calcule. Et quelque chose qui est dans type ne peut pas dépendre de quelque chose qui est dans prop. Donc du coup, je crois que la valeur A qu'on renvoie est forcément la même. Bon, mais c'est peut-être une bizarrerie de Coq qu'on ne retrouve pas dans d'autres théories des types. Donc, supposons que maintenant notre ensemble il est plutôt présenté par une fonction calculable, C flèche boole. Donc, on peut vraiment calculer un booléen qui dit si oui ou non la valeur concrète est dans l'ensemble. Donc, quelles sont les fonctions de C flèche boole dans A? Eh bien, vu que c'est des fonctions qui doivent être calculables, elles ne peuvent dépendre que d'un nombre fini de C différents. Donc la fonction alpha, elle peut consulter son argument, interroger son argument en un nombre fini de points, mais pas en tous les points. Ça prendra infiniment longtemps. Et justement, prenons l'exemple des intervalles. Donc le alpha d'un ensemble S, c'est l'infimum de S et le suprémum de S. Et le suprémum d'un ensemble infini d'entiers, ce n'est pas calculable. Même ne serait-ce que savoir si votre ensemble d'infini d'entiers il est borné ou bien il contient des entiers arbitrairement grands, c'est indécidable. Si vous saviez décider ce problème, vous sauriez décider le problème de l'arrêt. Il suffirait de regarder le nombre d'étapes de la machine de Turing qui machin bidule. Donc clairement, cette abstraction alpha, ne serait-ce que pour les intervalles, ce n'est pas une fonction calculable. Et donc, du coup, elle n'est pas définissable directement en théorie des types. Alors, bien sûr, on peut l'axiomatiser. On peut toujours dire, bon, elle existe et puis elle a les bonnes propriétés. Mais méfiance, parce que même en logique classique, même en théorie des ensembles, il y a des domaines pour lesquels la fonction alpha n'existe pas, au sens où il n'existe pas de fonction alpha qui satisfait la condition d'optimalité. Alors, un exemple, c'est vos objets abstraits, c'est des intervalles dont les bornes sont des nombres rationnels. Et maintenant, vous voulez abstraire l'ensemble des x tel que x carré est inférieur ou égal à 2, où x c'est des... on peut même dire que ce sont des rationnels, hein, pourquoi pas. Mais donc, moralement, c'est l'intervalle moins racine de 2, racine de 2, d'accord ? Sauf que vous pouvez l'approcher, l'encadrer par des intervalles à bornes rationnelles, mais on peut toujours trouver un meilleur encadrement qui se rapproche un peu plus de racine de 2 et de moins racine de 2. Donc, il n'y a pas d'approximation optimale. Un exemple qui est à peu près le même, mais en dimension, qui est similaire, mais en dimension 2 cette fois-ci. Donc, on a des polyèdres, des ensembles finis d'équations linéaires, et on veut approcher abstraire le disque unité, l'ensemble des points xy tel que x carré plus y carré est inférieur ou égal à 1. Et alors, bien sûr, on peut abstraire ça, approximer ça par un carré, puis par un octogone. Et là, on a une meilleure approximation. Et puis, on peut mettre 16 côtés, puis 32 côtés, puis 64 côtés. On a une approximation qui est de plus en plus fine, mais on n'aura jamais la meilleure approximation du disque unité. Bon. Alors, est-ce que c'est embêtant ? Pas vraiment, parce qu'en fait, on peut tout à fait faire de l'interprétation abstraite sans utiliser de fonctions d'abstraction. Donc ça a été observé assez tôt par Patrick Couzeau et Radia Couzeau. Il y a par exemple cet article qui montre en fait plusieurs présentations équivalentes des domaines abstraits. Donc il y a la présentation classique par correspondance de Galois. Il y a une présentation qui n'utilise que la fonction d'abstraction alpha. Et puis il y a une présentation qui n'utilise que la fonction de concrétisation gamma. Et puis il y a d'autres présentations relationnelles encore que j'ai oubliées. Et donc on peut tout à fait en fait travailler uniquement avec une fonction de concrétisation. Et ça permet de faire de l'interprétation abstraite dans le cadre d'une logique constructive, comme la théorie des types. Et ça a été développé en particulier par David Pichardy dans sa thèse en 2005. Et d'ailleurs, David sera notre orateur dans 15 jours pour nous parler de ses travaux en analyse statique vérifiée. Donc, on peut se passer de la fonction d'abstraction alpha. Alors ça nous pose un petit problème. Pour calculer les opérateurs abstraits, on ne peut plus vraiment les calculer de manière orthodoxe.
D'un autre côté, on peut aussi les calculer à la main sur papier avec un alpha dont on n'est pas très sûr, ou juste les imaginer, et puis les vérifier a posteriori. D'accord. Et ça, pour vérifier qu'un opérateur abstrait f dièse donné est bien la bonne abstraction d'un opérateur concret f, la concrétisation gamma suffit. Et elle suffit à vérifier deux choses. Premièrement, la correction sémantique de f dièse, qui est la propriété essentielle, qui est que si x est dans la concrétisation de A, alors f de x doit être dans la concrétisation de f dièse de A. Et en option, on peut montrer encore l'optimalité relative de f dièse. Et donc, si vous avez un A' qui satisfait ceci, pour tout x dans gamma de A, f de x est dans gamma de A', alors ce A' est supérieur ou égal au f dièse de A. Et cette approche, elle s'exprime parfaitement en théorie des types. Tout est constructif. Et elle a aussi l'avantage, je trouve, de bien montrer que la correction est essentielle. La première condition est indispensable, et la seconde, l'optimalité, est optionnelle. L'optimalité, elle n'est pas nécessaire pour obtenir un analyseur abstrait qui est fiable, un analyseur qui garantit que s'il n'y a pas d'alarme, alors il n'y aura pas d'erreur à l'exécution. L'optimalité, c'est juste un moyen de se rassurer qu'on n'a pas fait une grosse bêtise, une grosse perte de précision dans nos opérateurs abstraits. D'un autre côté, en pratique, avec des domaines suffisamment complexes, ça peut être intéressant de pouvoir justement surapproximer un peu trop, d'avoir des opérateurs abstraits donc, qui, dans certains cas rares ou algorithmiquement très coûteux, vont produire un résultat qui n'est pas optimal. Des opérateurs de borne supérieure, par exemple, qui vont produire un majorant, mais qui n'est pas le plus petit majorant. Des itérations de points fixes, comme on va le voir plus tard, qui produisent des post-points fixes, pas forcément le plus petit point fixe. Et puis, ne pas avoir à démontrer l'optimalité, ça nous permet aussi des approches de validation a posteriori, qui sont intéressantes. Alors, on avait déjà esquissé ce type d'approche pour l'allocation de registres par coloriage de graphes. Vous vous rappelez, il y avait cette idée que le coloriage de graphes, c'est une opération compliquée, donc on la délègue à un code efficace mais non prouvé correct. Et puis, on revérifie à chaque fois que le résultat est bien un coloriage. On peut faire un peu la même chose pour certaines opérations abstraites. On les implémente par un oracle externe non vérifié, et on valide le résultat a posteriori par un validateur qui, lui, peut être prouvé correct. Et les exemples de ce type abondent avec les polyèdres. Donc, l'algorithmique sur les polyèdres convexes est complexe. Par exemple, la borne supérieure de deux polyèdres, le polyèdre rouge et le polyèdre bleu ici, en fait, c'est un calcul d'enveloppe convexe. Et donc, c'est le polyèdre, il faut rajouter la partie jaune. Et c'est un algorithme qui n'est pas trivial à démontrer correct, surtout si on prend des algorithmes vraiment efficaces. En revanche, si on a un algorithme externe qui nous donne le polyèdre jaune, ben, il est très facile de vérifier que c'est une borne supérieure, c'est un majorant, pardon. Il suffit de vérifier que le polyèdre rouge est inclus dans le jaune et que le bleu est aussi inclus dans le jaune. Et l'inclusion entre polyèdres, c'est un problème qui est beaucoup plus simple. C'est un problème d'implication en arithmétique linéaire, qui lui-même d'ailleurs peut se faire avec un oracle externe non vérifié, mais qui produit un certificat de Farkas qui lui est vraiment très très facile à vérifier. Donc voilà le genre de choses qu'on peut faire si on a un peu mis de côté ou rendu optionnel la condition d'optimalité. Bien, et donc ça m'amène à la mécanisation d'un interprète abstrait pour notre langage IMP. Et on va pouvoir passer à un peu de coq. Donc, alors d'abord, il faut modéliser ce que c'est qu'un domaine abstrait. Donc oui, on va faire un interprète abstrait qui est générique. Donc il va être paramétrisé par deux choses. Donc une abstraction pour les nombres entiers, puisque c'est les seules valeurs manipulées par les programmes IMP, et puis une abstraction pour les états mémoire. Et pour ça, on va utiliser des modules, coq. Donc c'est un peu comme les modules de Camel ou de StandarML, si vous connaissez. Un module coq, c'est juste un ensemble de définitions, de types, de valeurs, de fonctions, de théorèmes, d'énoncés logiques, auxquels on donne un nom. Et puis une interface de module, ben, c'est la même chose, mais on peut simplement déclarer, par exemple, les types des fonctions au lieu de les implémenter, et déclarer des axiomes au lieu de prouver des théorèmes. Et donc nos interfaces, il y en a une pour les valeurs, une pour les états mémoire,
et elle déclare donc un type T des choses abstraites, un prédicat in, donc qui relie les choses concrètes et les choses abstraites. Donc in c'est A, ça veut dire donc la chose concrète C appartient à l'abstraction A, c'est la même chose que C appartient à gamma de A. Et puis donc des opérations abstraites et leurs énoncés de correction sémantique. Alors, je vous montre rapidement. Donc là, c'est l'abstraction des valeurs. Donc il y a le type T, le paramètre int dont on parlait. Donc étant donné un nombre, z, et un abstrait T, est-ce qu'il appartient ou pas? Ça implique un ordre naturel, qui est l'inclusion des ensembles représentés par les valeurs abstraites. Cet ordre, on a besoin d'une fonction à valeur booléenne qui le décide, qui nous dit si oui ou non on est inclus ou pas. Ça, c'est pour l'itération de point fixe, essentiellement. Il nous faut un impérateur abstrait pour abstraire un singleton. Donc, étant donné un z, quelle est son abstraction t, avec comme résultat de correction que pour tout n, n doit appartenir à const de n. Bot, c'est l'ensemble vide, il ne contient aucun entier. Top, c'est l'ensemble de tous les entiers appartiennent à top. Join calcule un majorant de ces deux arguments, mais pas forcément le plus petit. Là, j'ai mis aucune condition d'optimalité. Et puis, voilà les opérateurs abstraits qui correspondent à l'addition et la soustraction entre deux nombres. Et donc, et la correction de correction, la condition de correction pour add, par exemple, si vous avez un nombre. Alors oui, ma convention, c'est d'utiliser les majuscules pour des choses abstraites. Donc grand N1, grand N2, c'est des nombres abstraits. Et petit n1, petit n2, c'est des entiers concrets. Et donc, si vous avez petit n1 qui appartient à n1, à grand n1, petit n2 qui appartient à grand n2, il faut que la somme n1 plus n2 appartienne à add de grand n1 et de grand n2, l'addition abstraite. Et même chose pour la soustraction. Maintenant, pour l'abstraction des états. Donc, une abstraction des états, ça contient une abstraction des valeurs, puisqu'il faut pouvoir faire référence à des valeurs abstraites. Et il y a deux opérations sur l'état abstrait qui sont get et set. Donc get, ça vous... Donc moralement, ici, get, ça vous renvoie la valeur abstraite associée à x, à une variable x dans un état abstrait. Et set, c'est l'affectation abstraite. Donc remplacer l'abstraction de cet identificateur par cette valeur abstraite et préserver les abstractions des autres. Donc tout ça induit un ordre en état abstrait qui doit être décidable et on doit avoir un bottom et un top et un join. Donc les opérations habituelles de treillis. Voilà. Et du coup, notre analyseur il va se présenter comme un module qui est paramétré par une abstraction quelconque des états, celle-ci contenant une abstraction quelconque des valeurs. Alors, je reviens sur mes transparents. Donc, dans ce module, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une fonction pour interpréter de manière abstraite des expressions arithmétiques. C'est comme le calcul des expressions arithmétiques, mais dans l'abstrait. Et la définition, elle est extraordinairement simple. Donc, c'est A éval avec un grand A, puisqu'on est dans l'abstrait. On prend une expression, un état abstrait, il faut renvoyer une valeur abstraite. Et la définition est assez évidente. Si A c'est une constante, on va abstraire la constante. Si A c'est une variable, on va aller voir sa valeur dans l'état abstrait grand S. Si A c'est une somme, A1 plus A2, on va calculer récursivement les valeurs abstraites de 1 et A2, les combiner avec l'addition abstraite. Et même chose pour la soustraction. Essentiellement, il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire avec l'interface qu'on vient de se donner. Et pour les commandes, donc c'est une fonction qui va prendre une commande C, un état abstrait grand S avant l'exécution abstraite de C, et vous renvoyez l'état abstrait après. Donc c'est une fonction parce que c'est calculable. Ce n'est pas comme la sémantique concrète, on ne peut pas écrire une fonction de ce genre parce que la commande peut ne pas terminer. Mais là, on s'assure, parce qu'on est dans l'abstrait, que l'interprétation abstraite termine toujours. Du coup, c'est une fonction qui est récursive sur la structure de la commande. Si la commande c'est skip, on renvoie l'état abstrait avant. Si la commande c'est une affectation, on calcule la valeur abstraite du membre droit et on l'affecte abstraitement à x dans l'état abstrait. Si c'est une séquence, comme on a C1, C2, on interprète C1 dans S, puis C2 dans l'état mémoire abstrait final de C1 de S. Si c'est un if then else, donc pour le moment, on ne va même pas essayer de déterminer la valeur de l'expression booléenne. Donc on va partir du principe que les deux branches sont toujours exécutées abstraitement. Donc c'est exact C1 de S, c'est exact C2 de S. Ça nous donne deux états abstraits finaux dont on va prendre la jointure, on va prendre une bande supérieure avec l'opérateur join du domaine des états abstraits.
Et pour une boucle while, c'est là qu'arrive à nouveau un calcul de point fixe, comme dans les analyses statiques du troisième cours. Et essentiellement, donc on essaye de déterminer grand X, donc c'est l'inconnu, qui est l'état abstrait avant d'exécuter le corps de la boucle C. À la première itération, on rentre dans la boucle while avec l'état abstrait grand S, et donc grand S est inférieur ou égal à grand X. D'accord ? Voilà. Et puis à l'itération suivante, si on réexécute le corps on finit le corps de la boucle avec comme état final abstrait C exec de C et de X, et si on réexécute la boucle, on va rentrer avec cet état-là. Et donc il faut que C exec de C et de grand X soit inférieur ou égal à grand X, dans l'ordre des étapes, sur les états abstraits. Et on résout ces deux contraintes en calculant un post-point fixe de cet opérateur, donc qui a X, qui envoie grand X sur le join de la jointure de S et de C exec de C de X. Voilà. Et donc, allons voir à quoi ça ressemble en coq. Donc, pour le calcul de point fixe, on va réutiliser l'approche avec Fuel, l'approche avec itération bornée, qu'on avait utilisée au début du troisième cours. Donc, on commence une itération à partir de bottom. Et si on trouve un élément S tel que f de S est inférieur ou égal à S, alors on s'arrête. On a trouvé notre post-point fixe. Sinon, on continue l'itération et au bout de n itérations, on s'arrête avec top, qui est forcément un post-point fixe, même s'il est totalement imprécis. Et donc, on montre facilement qu'on a bien calculé un post-point fixe, donc quelque chose tel que f de x est inclus dans x. Donc ça, c'est l'interprétation abstraite des expressions arithmétiques, comme on l'a vu, sur les transparents, et on démontre un résultat de correction qui est très simple, que si votre état mémoire concret petit s est dans l'état abstrait grand S, alors la valeur concrète de A, petit a éval A petit s, appartient à la valeur abstraite grand A éval petit a grand S. Et la démonstration est une récurrence d'une grande élégance, parce que ça utilise directement les propriétés des opérateurs du domaine abstrait des valeurs, bien sûr. Et donc pour les commandes, on a les 5 cas qu'on a regardés sur les transparents, avec l'appel du post-point fixe ici. Et là aussi, on montre le résultat de correction, donc qui est que si vous partez d'un état concret petit s, qui est dans votre état abstrait grand S, et que vous avez une exécution concrète de C, qui vous amène de S à petit s', état mémoire concret final, alors cet état mémoire concret final, il appartient bien à l'abstraction, quand C exec de C de grand S qu'on a calculé. Et la démonstration, c'est essentiellement une récurrence sur la commande C. Et bien sûr, c'est le cas while qui est un petit peu délicat. Sur le cas while, on a une récurrence interne sur le nombre de tours de boucle, essentiellement. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de faire tourner ça quand même un petit peu. Alors c'est là qu'il faut dérouler du code, il faut implémenter, réaliser un domaine abstrait des états mémoire. Alors là, on va faire un domaine abstrait qui est approprié pour toutes les analyses non relationnelles, donc c'est un domaine, moralement, les états mémoire abstraits, c'est les fonctions des identificateurs dans les valeurs abstraites. De la même manière que les états concrets, c'est les fonctions des variables dans les valeurs concrètes. Alors simplement, ce n'est pas des fonctions quelconques, parce qu'il faut pouvoir décider l'inclusion. Et donc, on ne peut pas faire ça en énumérant toutes les variables. Et donc, il faut que ce soit d'une certaine manière des fonctions à support fini. Et donc, c'est là qu'il faut dégainer les maps de la bibliothèque standard de Coq, qui sont des fonctions à support fini. Et donc, un état abstrait, c'est soit bottom, toutes les variables sont à bottom, soit top except, et une map de Coq, qui dit que toutes les variables sont à top, sauf un nombre fini de variables qui sont décrites par cette fonction finie. Et c'est reflété d'ailleurs dans le get, la définition du get, là, ce que je viens de vous dire. Et on arrive à montrer sans trop problème donc, définir le set, montrer la propriété du set, décider l'inclusion et implémenter les opérations de treillis, bottom, top et join. Bon. Et alors maintenant, comme application, on va quand même faire tourner une petite analyse. On va prendre comme domaine des valeurs
le treillis plat des entiers, donc c'est l'équivalent de l'analyse de constantes, quand on fait une optimisation qui s'appelle la propagation des constantes. Et donc on a le top qui est l'ensemble de tous les entiers, le bottom qui est l'ensemble vide, et entre les deux, juste des singletons d'entiers. Donc on sait que c'est exactement la valeur d'un entier. Et donc on définit sans grande peine, encore une fois, l'inclusion, le test, l'ordre, l'injection des constantes, les opérations de treillis. Bon, je vous laisse lire ça, hein, c'est pas très très difficile. Et pour les opérations arithmétiques abstraites, ben, c'est pas compliqué. Donc si un des deux arguments c'est bottom, un ensemble vide de valeurs, bien sûr, le résultat c'est bottom, aucune valeur possible. Si les deux arguments sont connus, le premier est forcément N1, le deuxième forcément N2, on peut faire le calcul à la compilation. Et dans tous les autres cas, le résultat est inconnu, donc c'est top. Voilà. Et avec ça, on donne la sémantique abstraite de add, de sub, etc. Et on peut enfin instancier notre analyseur donc sur ce domaine plat des entiers, sur le domaine des états qui lui correspond, et faire quelques analyses. Alors voilà un petit programme IMP, donc qui est un petit peu compliqué. Au début, x égale 0, y égale 100, z égale x plus y. Donc on sent bien qu'on peut calculer statiquement que z vaut 100. Et ensuite, on a une conditionnelle si x est égal à 0. Dans un cas, on met y à x plus 10, et dans l'autre cas, on met y à 10. Mais en fait, c'est la même chose, puisque x, on sait que x est égal à 0. Et puis ici, on incrémente x. Et donc, si on fait tourner notre analyseur, on lui demande c'est quoi les valeurs abstraites de x, y et z à la fin, il nous dit z c'est just 100, donc on sait que c'est exactement la valeur 100, ce qui est vrai. Y c'est just 10, on sait que y vaut 10, alors ce qui est un peu plus surprenant, mais en fait c'est parce que y vaut 10 dans les deux branches, la branche zen et la branche else, et l'analyse a été capable de le voir. En revanche, il dit que x est top, x est inconnu, et ça c'est parce que notre analyse elle n'est pas très précise, elle ne s'est pas rendue compte que la condition x égale 0 est toujours vraie, et donc elle a analysé les deux branches. Dans la branche zen, x prend la valeur 1, dans la branche else, x garde la valeur 0, et donc le join dans notre domaine de ces deux valeurs, c'est top. Il n'y a pas d'approximation plus précise. Voilà. Tiens, c'est mal formaté ici. Alors, si vous voulez vous amuser avec tout ça, vous pouvez essayer d'écrire un domaine abstrait pour l'analyse des signes. Donc ça, c'est le premier exemple qui est pris en introduction dans le papier mythique Popol 77. Et donc, pour chaque variable, on va savoir si sa valeur est toujours positive, disons positive ou nulle, c'est plus simple, toujours négative, strictement, ou de signe inconnu. Et puis après, les opérateurs abstraits, sur plus, moins, c'est la règle des signes, en fait, pour l'addition, pour la soustraction. Voilà. Mais alors maintenant, donc dans le temps qui nous reste, je voudrais... justement, on va revenir sur cette imprécision de l'analyse qu'on a vue ici, qui est liée au fait qu'on analyse très mal les conditions booléennes. Et on peut faire beaucoup mieux. Alors, déjà, la première chose qu'on pourrait faire, c'est essayer de calculer une valeur abstraite pour les expressions booléennes. On peut tout à fait se donner un domaine abstrait des booléens, bottom, true, false, top voulant dire je ne sais pas, et des conditions qui peuvent être résolues statiquement, comme ce if x égale 0, si on sait que statiquement que x vaut 0. Du coup, on pourrait n'analyser que la branche zen du if et non pas la branche else, et ce serait plus précis. Mais en fait, on va aller plus loin que ça. Parce que même lorsqu'on ne peut pas calculer statiquement l'expression booléenne, donc même quand sa valeur abstraite c'est top, l'analyse peut apprendre des propriétés intéressantes en regardant laquelle des branches du if est prise. Par exemple, supposons qu'on ne sait rien sur x, donc x dièse c'est top, et maintenant on fait ce fameux test if x égale 0. Dans la branche zen elle est prise seulement quand ce test est vrai. Et donc on pourrait en déduire que x est le singleton 0, et que x vaut forcément 0, et refléter ça dans notre analyse statique. Avec notre domaine des constantes, on dirait x dièse c'est le singleton 0. Et du coup, on pourrait analyser finement y reçoit x plus 1,
y dièse c'est le singleton 1. Et puis dans l'autre branche, alors dans l'autre branche on va apprendre que x est différent de 0. On ne peut pas vraiment refléter ça dans notre domaine abstrait pour de la propagation des constantes, mais ce n'est pas grave. On a quand même obtenu une analyse beaucoup plus fine ici. Même si, a priori, les deux branches peuvent être prises. Voilà. Alors, on peut aussi tirer des enseignements du fait qu'une boucle while termine. Si le test de la condition de la boucle, c'est while not x égale 10, on sait que la boucle termine exactement quand x est égal à 10. Et donc, juste après la boucle while, on sait que, même dans notre domaine très simple des entiers, de la propagation des constantes, on sait donc que x dièse, c'est le singleton 10. Bon, des boucles comme ça sont assez rares, mais si vous avez des intervalles maintenant, au lieu de juste de singletons entiers, vous pouvez obtenir des infos assez précises sur des boucles comptées, ou par exemple, while x inférieur ou égal à 1000, même si vous ne savez rien sur x au début, x est dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini, vous savez que vous apprenez à la fin de la boucle que x est forcément dans l'intervalle 1001 plus l'infini. D'accord ? Voilà. Et donc, on va améliorer notre analyseur avec une analyse inverse des expressions booléennes et des expressions arithmétiques. Donc, pour les expressions booléennes, c'est ce que je note assume test. Donc, ça prend une expression booléenne B, un résultat qui est un booléen concret, vrai ou faux, et un état abstrait S. Et ça va calculer un état abstrait S', qui est a priori inférieur ou égal à S, et qui reflète le fait que cette expression s'évalue, B s'évalue à S. Par exemple, ici, ici, si on part d'un état abstrait où x vaut top, on va le raffiner à travers ce test x égale 0, un état abstrait où x vaut le singleton 0. Et puis, pour propager les infos maintenant à l'intérieur de B, on va avoir besoin, pour réaliser cette fonction d'analyse inverse des expressions booléennes, on va devoir aussi analyser de manière inverse les expressions arithmétiques. Donc, assume eval de A, ou A une expression arithmétique, res en majuscule, qui est un état abstrait, une valeur abstraite pour le résultat de l'évaluation de A, et grand S, un état abstrait. Et il va nous calculer un état abstrait S', inférieur ou égal à S, qui reflète aussi ce qu'on a appris. Alors, quelques exemples d'apprentissage, si j'ose dire. Si votre test, c'est x égale 0, vous savez qu'il est vrai. Initialement, vous ne savez rien sur x est mappé à top. Eh bien, vous devriez apprendre que x est mappé au singleton 0. Si le même test x égale 0 est vrai, donc vous êtes dans la branche then d'un if x est égal à 0, et vous saviez avant que x est égal à 1, eh bien, vous allez raffiner ça en l'état abstrait bottom, puisque vous avez trouvé une contradiction, et ça veut dire que cette branche then n'est jamais accessible, n'est jamais exécutée. Et puis, pour un exemple d'analyse inverse d'une expression arithmétique, cette fois-ci, donc, si vous avez l'expression arithmétique x plus 1, vous savez que sa valeur abstraite, c'est le singleton 10. Vous pouvez raffiner l'approximation de x, qui avant était top, en x et le singleton 9. D'accord ? Juste en soustrayant 1 du résultat singleton 10. Voilà. Donc, voyons voir comment on réalise ça en coq. Non, oui. Et donc, pour pouvoir faire ça, dans un interprète générique, il faut bien sûr ajouter quelques opérations au domaine abstrait des valeurs. Et donc, ce sont des tests abstraits inverses. Donc, autant pour les opérations arithmétiques, on a des opérations abstraites qui vont prennent des valeurs des arguments et vous renvoient des valeurs des résultats. Pour les tests, en fait, on fait une espèce d'exécution abstraite inverse. Donc, étant donné des valeurs abstraites pour les deux arguments, par exemple, d'un test inférieur ou égal, N1 et N2, on va renvoyer deux autres valeurs abstraites, N1', N2', qui reflètent le fait qu'on est inférieur ou égal. Donc, formellement, c'est des alphas, des abstractions d'ensemble obtenues en concrétisant et en filtrant les x qui sont concrets qui sont inférieurs à des y concrets. Et un exemple avec des intervalles, donc LE1, par exemple, de 0,9 et de 2,5, eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de raffiner la borne supérieure de cet intervalle-là. Parce qu'on sait que tous les x sont inférieurs ou égaux à des y qui eux-mêmes sont dans l'intervalle 2,5, donc tous les x sont inférieurs ou égaux à 5, donc la borne supérieure des x, c'est 5. Et on peut raffiner de la même manière la borne inférieure des y. Et puis si on a un test d'égalité, si on sait que
un entier qui est entre 0 et 5 est égal à un autre entier qui est entre 4 et 9. On va prendre l'intersection de ces intervalles. On sait que les deux entiers sont entre 4 et 5. Donc voilà les opérateurs abstraits qu'on se donne en plus. Et avec ça, on peut faire un meilleur interprète abstrait, excusez-moi, qui est dans l'autre fichier, abst_interp2. Et donc qui commence par reprendre l'interface des valeurs, du domaine des valeurs qu'on avait avant, et lui ajoute quelques petites choses dont on va avoir besoin maintenant pour analyser plus finement. Un opérateur MIT, qui est un opérateur un minorant, un opérateur de borne inférieure, symétrique du join. Un test décidable d'appartenance d'une valeur concrète à une valeur abstraite. Les 4 opérateurs inverses pour l'analyse des comparaisons. Alors les spécifications ne sont pas très jolies, hein, je ne vous les lis pas à voix haute. Et un autre truc sur lequel on va revenir très vite. Et donc avec ça, on peut... donc on a toujours l'interprétation abstraite en avant des expressions arithmétiques, mais on a maintenant nos interprétations abstraites en arrière. Peut-être... Bon, je vais les faire dans l'ordre. Donc ça, c'est l'interprétation abstraite des évaluations, donc des expressions arithmétiques. Par exemple, si votre expression A, c'est une constante n, alors on teste, est-ce que cette constante appartient bien à la valeur abstraite res intuitée, qu'on a trouvée par ailleurs pour A? Si oui, tout va bien, mais sinon, on a trouvé une contradiction. La constante 1 ne peut pas appartenir au singleton 2, quelque chose comme ça, et donc on est dans une branche non atteignable, on renvoie le bottom, l'état abstrait bottom. Si on a une variable x, ben on a maintenant 2 abstractions possibles pour la variable x. On a celle qui est dans l'état mémoire, get de x et de s, et on a celle qu'on a obtenue par analyse inverse, et donc on prend l'intersection des deux, et on met à jour la valeur abstraite de x comme ça. Alors maintenant, si vous avez un plus, si votre expression A c'est plus de A1 et de A2, alors on peut quand même trouver des choses, c'est un petit peu délicat. Donc on a bien sûr une interprétation abstraite pour le petit A1 et le petit A2, qu'on obtient par calcul direct. Mais on a une autre interprétation abstraite, un autre ensemble de valeurs possibles pour petit A1 qu'on obtient en soustrayant à l'ensemble des valeurs possibles pour le résultat, pour la somme, l'ensemble des valeurs possibles pour A2. D'accord ? Ça, c'est un autre ensemble de valeurs possibles pour A1. Et donc, et de la même manière, on a un autre ensemble de valeurs possibles pour A2 qui s'obtient par une soustraction aussi, res moins N1. Et donc, on peut propager ces informations en appelant récursivement assume eval dans A1 et dans A2. Et pour la soustraction, c'est pareil, sauf qu'il faut faire un peu attention aux signes. Donc là, on a une addition et là, une soustraction dans l'autre sens. Et avec ça, on démontre sans grande peine que l'état mémoire abstrait raffiné qu'on obtient, assume eval A res de S, que l'état mémoire concret appartient bien toujours à cette, est bien dans l'état raffiné, et donc ce qui prouve la correction de cet état raffiné, obtenu par interprétation inverse. Et bien pour les fonctions booléennes, c'est similaire, il y a juste un petit peu plus de cas, donc je ne vais pas tous vous les faire. Donc les cas de base, si B est true ou false, ben on voit est-ce qu'on a une contradiction avec la valeur booléenne qu'on a intuitée, qu'on a obtenue par ailleurs. Si oui, on renvoie un bottom. Si on a un test d'égalité, on inverse avec l'opérateur inverse du domaine, et on propage à l'intérieur des A1 et des A2 par évaluation inverse, interprétation abstraite inverse des expressions. Même chose pour un inférieur ou égal. Pour une négation, on renverse le résultat, on prend la négation du résultat. Pour un et, donc si on sait que le et est vrai, on sait que les deux conditions sont vraies, et donc on peut les raffiner en séquence. Et si le et on sait qu'il est faux, on sait quand même qu'une des deux conditions est fausse, et donc on peut quand même raffiner avec un join. Voilà, et donc là aussi on montre la correction sans sémantique, sans grande difficulté. Donc ça c'est la première amélioration. Et maintenant la deuxième amélioration, c'est... Ah oui, pardon. Et du coup, on peut utiliser ça pour améliorer l'analyse des commandes. Simplement, à chaque fois qu'on analyse un if then else ou un while,
On sait, par exemple, quand on rentre dans la branche zen, que le test est vrai, et donc on utilise ça pour affiner l'état abstrait grand S, avant d'analyser la branche zen, et puis dans la branche else, on sait que le test est faux. Dans une boucle while, à chaque tour de boucle, on sait que le test de la boucle est vrai, et à la fin de la boucle, on sait que le test est faux. Voilà. Et donc l'autre amélioration qu'on va faire maintenant, c'est sur le calcul de points fixes. Et donc ça, c'est encore une autre idée brillante qui apparaît dès le papier Popol 1977, qui est que jusqu'ici, on n'a pas de bonne solution pour calculer les post-points fixes. Au troisième cours, on a vu donc deux approches. Il y a l'approche du théorème de Knaster-Tarski, donc on itère à partir de bottom, et on est sûr d'obtenir même le plus petit point fixe en un temps fini, pourvu que l'opérateur soit croissant et qu'il n'y a pas de suite infinie croissante de valeurs abstraites dans votre domaine. Et puis, il y a l'approche avec Fuel, où on n'a pas besoin de ces conditions supplémentaires, simplement, au bout d'un grand N itération infructueuse, on renvoie top, ce qui est un résultat, une surapproximation, un post-point fixe. Et le problème, quand on essaye d'utiliser ces approches en pratique, c'est que la première, celle de Knaster-Tarski, ne s'applique pas toujours, ou alors est trop lente, et la deuxième est trop imprécise. Alors pourquoi la première ne s'applique pas toujours? C'est que de nombreux domaines abstraits intéressants ont des suites infinies strictement croissantes. Ne serait-ce que les intervalles. L'intervalle 0,0, il est strictement inclus dans l'intervalle 0,1, qui est strictement inclus dans l'intervalle 0,2, qui est strictement inclus, etc. Et de telles suites strictement croissantes apparaissent naturellement quand vous analysez des boucles non comptées, comme cette boucle qui incrémente x tant qu'une condition est vraie. Et, à la premier tour de boucle, votre x abstrait c'est 0,0. Au premier tour de l'itération de point fixe de l'analyseur, le x abstrait c'est 0,0, puis c'est 0,1, puis c'est 0,2, puis c'est 0,3, et ça ne termine jamais, dans une approche de Knaster-Tarski. Dans d'autres cas, l'itération de Knaster-Tarski va terminer, mais trop lentement, va prendre trop de temps. Maintenant, supposons que la boucle elle est juste bornée, tant que x inférieur ou égal à 1000 incrémenté x, l'itération de Knaster-Tarski elle va terminer, mais elle va prendre 1000 itérations. Il faut partir de 0,0, puis après 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, et puis voilà. On monte de 1 à chaque fois. Donc essentiellement, le calcul dans l'abstrait est aussi lent que le calcul dans le concret, et ce n'est pas très bon. Et puis ici, après, on dit, je vais mettre du fuel. Et au bout de 10 tours d'itération, je vais dire top. Là, on converge vite, mais on est très imprécis. Parce que top, ce n'est pas juste top pour la variable x que je n'arrive pas à analyser, c'est top pour toutes les variables. Et donc, si on savait avant le début de la boucle que y est égal à 0, à la fin de l'analyse de la boucle, on va savoir que x est top, admettons, mais on va aussi avoir que y c'est top. On a oublié toutes les infos. Donc ça, c'est trop imprécis. Et donc c'est là qu'apparaît la technique d'élargissement, de widening. C'est l'idée, lors de cette itération de point fixe, d'utiliser un opérateur d'élargissement. Donc un opérateur d'élargissement, là noté nabla, c'est un peu comme une borne supérieure, donc ça prend deux valeurs abstraites et ça vous renvoie un majorant, donc qui n'est pas généralement pas le plus petit majorant, qui est un majorant, qui est même un majorant qui est choisi suffisamment grand pour que, si vous faites l'itération de point fixe comme ceci, ça va toujours converger. Donc vous commencez avec x0 bottom, comme dans le théorème de Knaster-Tarski, et si xi est un post-point fixe, f de xi est inférieur ou égal à xi, alors vous arrêtez, donc vous stationnez sur xi, vous avez obtenu un post-point fixe. Et sinon, vous continuez avec xi plus 1, qui est xi élargi par f de xi. Donc, vous ne continuez pas avec f de xi, vous continuez avec un élargissement de xi et de f de xi. Et si votre opérateur d'élargissement est bien choisi, ça va toujours converger vers un post-point fixe de f. Et alors maintenant, toute la magie noire, c'est comment on choisit les opérateurs d'élargissement. Donc ça, c'est l'élargissement standard pour les intervalles. Donc intervalle L1H1 élargi par L2H2. Et l'idée intuitive est assez simple, c'est si la borne inférieure fait mine de descendre, donc si L2 est strictement plus petit que L1, on se dit, oulala, ça va descendre très 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 lentement, on part tout de suite à moins l'infini. Même chose, si la borne supérieure H2 est strictement plus grande que H1, on a l'impression que la borne supérieure va monter, monter, monter très lentement, on part tout de suite à plus l'infini.
Et alors cet élargissement il est super efficace parce qu'en 2 ou 3 coups de boucle, pour une variable x donnée, vous avez atteint moins l'infini plus l'infini, enfin soit un post-point fixe, soit moins l'infini plus l'infini, qui est un post-point fixe, et vous vous arrêtez. Donc après, si vous avez plusieurs variables, ça va mettre plus de temps. Mais il y a cette idée qu'on va converger vraiment très très vite. Et graphiquement, ça nous donne ça. Donc là, c'est la grosse ligne noire, c'est votre fonction f, et on cherche un point fixe, donc une intersection avec la diagonale. L'itération de Tarski, elle part de bottom, et puis f et f de bottom, f de bottom, etc. Et on voit qu'elle va converger vers le point fixe, mais peut-être un peu lentement, ou même très lentement. L'itération avec élargissement, elle commence pareil, bottom, f de bottom, puis elle élargit bottom avec f de bottom, mais si ça se trouve, ça va le faire sauter directement au-delà du point fixe, à un post-point fixe. Et puis là, on s'arrête. Alors vous allez me dire, oh là là, c'est brutal, mais voyons ce que ça donne sur notre boucle comptée. On part de x égale 0, on incrémente x tant que x est inférieur ou égal à 1000. Donc là, on regarde juste l'abstraction de x, x dièse, et c'est un post-point fixe de cet opérateur. Donc f de x, 0, 0, union x, intersection 0, 1000 plus 1. Alors l'intersection ici, c'est parce que le test est vrai. Non, ça devrait être moins l'infini d'ailleurs, excusez-moi. Ça vient d'une version antérieure des transparents où mes nombres étaient des nombres naturels, et non pas des nombres relatifs. Donc voilà, donc croyez-moi sur parole, on cherche un post-point fixe de cet opérateur sur les intervalles. Et donc on commence à bottom, on fait ensuite x0 élargi par f de x0, c'est-à-dire bottom élargi par 0, 0, et ça nous donne 0, 0. L'itération d'après, on élargit x1 avec f de x1, c'est-à-dire 0, 0 élargi par 0, 2 et 1. Donc là, la borne inférieure ne bouge pas, donc l'élargissement dit bon, c'est bon, je la garde. La borne supérieure fait mine d'augmenter, elle part tout de suite à plus l'infini. Et x2, c'est déjà un post-point fixe. f de x2, c'est 0, 1001, donc qui est inclus dans x2. Et donc on obtient un état abstrait final en intersectant maintenant le post-point fixe par la condition x inférieur ou égal à 1000 qui est fausse, qui est 1001 plus l'infini. Bon, c'est quand même déjà mieux que d'avoir mis des tops partout. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'on peut continuer à itérer un petit peu pour améliorer le post-point fixe qu'on a obtenu. Donc maintenant, on fait une deuxième itération, on part de y0 qui est un post-point fixe quelconque, et puis on va faire juste yi plus 1 égale f de yi. Donc si f est croissante, chaque yi est un post-point fixe, mais l'espoir c'est qu'on va tomber sur un yi qui est strictement plus petit que le y0, et on va obtenir un post-point fixe plus précis, voire un point fixe, voire le plus petit point fixe. Et la beauté de cette itération, c'est qu'on peut l'arrêter quand on veut. Donc on peut l'arrêter quand yi est un point fixe, on peut l'arrêter au bout d'un nombre fini de tours, on peut utiliser un opérateur de rétrécissement, narrowing, symétrique du widening, pour accélérer cette convergence. Bon, j'ai fait simple, je ne vous ai pas fait de narrowing, mais vous pouvez consulter cet excellent article de Patrick Couzeau et Radia Couzeau qui vous dira tout ce que vous voulez savoir sur le widening et le narrowing. Et donc, voilà, graphiquement, rappelez-vous, notre itération avec élargissement, elle nous a envoyé tout là-haut. Là. Et si on fait juste une itération de plus de Nestor-Tarski, on tombe ici, qui est déjà plus près du point fixe, qui est déjà meilleur. Vous pouvez en faire 2 ou 3 ou 4 si vous voulez. Et avec ça, donc si on reprend notre analyse de la boucle comptée, celle où on incrémente x jusqu'à ce que x vale 1000, donc on part du post-point fixe trouvé par itération élargie, 0 plus l'infini. On réapplique f, on obtient 0, 1001. Et c'est déjà un point fixe d'ailleurs. F de 0, 1001, c'est 0, 1001. Et l'état abstrait final, on intersecte 0, 1001 avec 1001 plus l'infini, et ça nous donne 1001, 1001. Donc on a déterminé la valeur finale de x, qui est 1001, en 3 ou 4 itérations de l'opérateur de boucle, et non pas en 1000 itérations. Voilà. Alors, la mise en œuvre de tout ça en coq, on va regarder rapidement. Donc, il faut ajouter à nos domaines abstraits des valeurs et des états un opérateur d'élargissement, widen, et les propriétés qui garantissent la terminaison de l'itération de point fixe avec élargissement. Et essentiellement, ça revient à dire que cet ordre,
qui en fait capture la relation entre deux éléments successifs de la suite d'itération, que cet ordre est bien fondé. Il n'y a pas de suite infinie. Et du coup, on va pouvoir implémenter le calcul du post-point fixe par une récursion noethérienne sur cet ordre, une récursion qui termine toujours. On n'aura pas besoin de fuel et de forcer la terminaison à top. Alors, on regarde ce que c'est. Alors, ça demande un peu de travail quand même, mais... Donc, on va passer rapidement. Donc, ça, c'est l'interface des valeurs abstraites. Et donc, comme promis, voici l'opérateur d'élargissement. On a juste besoin de savoir que c'est un majorant de son premier argument, en fait, vu la manière dont j'ai écrit l'itération. Et là, pour garantir la convergence, en fait, je dis qu'on a une mesure des valeurs abstraites qui vaut 0 pour top, qui décroît quand on élargit et qui décroît strictement quand on élargit et qu'on n'a pas encore obtenu un post-point fixe. Donc ça, c'est une manière plus simple de montrer l'existence d'un ordre bien fondé. Ça implique l'existence d'un ordre bien fondé, mais du coup, ça va être un peu plus facile de généraliser cet ordre pour obtenir un ordre sur les états mémoire abstraits. Et donc ça, c'est le calcul de post-point fixe avec élargissement et raffinement, plutôt que rétrécissement. Donc là, on a l'itération qui monte, donc qui part de bottom et qui monte et qui s'arrête parce que c'est une récursion noethérienne, donc qui fait une récursion sur le fait que son argument S est accessible dans cet ordre bien fondé. Et donc, ben voilà, si f de S est inférieur ou égal à S, on s'arrête, et sinon, on continue on itère avec l'élargissement de S et de f de S. Et puis, une fois qu'on a obtenu un post-point fixe, on fait un nombre fini de tours d'itération vers le bas, de post-itération. Et alors, comme je n'ai pas exigé que mon opérateur grand F est croissant, il faut quand même que je vérifie à chaque tour que je suis encore un post-point fixe. Bon, mais c'est un test facile. Et donc, je m'arrête soit quand j'ai plus de fuel, soit quand j'ai fait 3 tours, soit quand je n'ai plus un post-point fixe. Et bien voilà, en combinant les deux, j'obtiens bien un post-point fixe, et on va voir qu'expérimentalement, il est bien meilleur que celui qu'on obtient précédemment. Et, ce qui me fait très plaisir, on n'a même pas à démontrer que l'opérateur grand F est croissant, ce qui est souvent difficile. Si vous vous rappelez la fin du 3e cours, j'avais un peu sué pour montrer que mon opérateur de calcul des ensembles de variables vivantes était croissant. Et là, en fait, l'élargissement est tellement bien fait qu'il n'y a même pas besoin d'un opérateur que F soit croissante. Bien, et voilà. Et donc maintenant, tout le reste du code est inchangé, d'accord ? On utilise ce nouvel opérateur de post-point fixe ici. Alors maintenant, il faut implémenter tout ça. Donc notre implémentation des états mémoire va être un petit peu plus compliquée parce que donc il faut l'opération de widening, d'élargissement, qui est essentiellement un élargissement point à point sur chaque valeur abstraite de chaque variable. Et en revanche, pour montrer que l'ordre d'élargissement est bien fondé, c'est là qu'on souffre. Donc il faut arriver à mesurer nos fonctions, nos états mémoire abstraits. Alors ça aide qu'on a une infinité de valeurs à top et qu'elles ont toutes comme mesure 0. Donc on arrive quand même à faire une somme des mesures et à raisonner dessus. Mais bon, bref, j'ai beaucoup souffert pour faire ces lemmes. Mais on en déduit quand même facilement le bon résultat. On en déduit ensuite le bon résultat de bonne fondation. Et puis, maintenant, comme domaine abstrait intéressant, on va passer aux intervalles. C'est quand même celui sur lequel on a des jolis exemples. Alors là aussi, il faut travailler un peu pour définir les intervalles en coq et les prouver corrects. Donc j'ai commencé en définissant le type Z1, entier relatif, complété par un plus l'infini. Donc ça, on peut dire c'est des intervalles un peu avec juste une borne supérieure, et sur lequel on a une arithmétique, et c'est déjà un petit domaine abstrait, puis des opérations min, max, etc. Et même un élargissement. Et ensuite, pour un intervalle, on va faire une paire de 2 bornes, inférieure, supérieure. Donc la borne inférieure, c'est un z union plus l'infini. Et comme je n'avais pas envie de refaire toutes mes définitions pour z union moins l'infini, je donne une borne. La borne inférieure, en fait, c'est une borne supérieure pour l'opposé du nombre. Et donc, c'est soit un z, soit un plus l'infini. Et donc, du coup, voilà, le prédicat d'appartenance, c'est n est inférieur ou égal à la borne supérieure, qui peut être
plus l'infini, et moins n est inférieur ou égal à la borne inférieure. Bon. Et avec cette petite complication en tête, on arrive à définir et démontrer l'inclusion entre intervalles, l'injection d'une constante sous forme d'un intervalle de largeur 1, le bottom, qui est un intervalle de largeur 0, le top, qui est l'intervalle infini-infini, le majorant, qui est le max des bornes, puisque la borne supérieure est l'opposé de la borne inférieure, les opérateurs abstraits, donc le add, ça correspond à la dérivation qu'on avait faite sur le transparent. Pour la soustraction, on définit d'abord l'opposé. Le meet, qui est donc des minimums sur les bornes. L'analyse inverse des comparaisons, qui est un petit peu compliquée, et l'opérateur d'élargissement. Voilà, ouf. Et la mesure c'est le nombre de bornes qui n'est pas infini. Et ça, c'est un truc qui décroît quand on fait de l'élargissement. Voilà. Parce qu'il y a au moins une des deux bornes qui part à l'infini. Et avec tout ça, on peut faire de l'analyse d'intervalle sur IMP, et on va être très content. Qu'est-ce que j'ai comme exemple ici? Peut-être je vais faire le deuxième exemple d'abord. Donc c'est l'exemple de la boucle comptée. Donc on part de x à 0, on incrémente x tant que x est inférieur ou égal à 1000. Et puis on part de y égale à 0 et on enregistre dans y la valeur de x à chaque tour de boucle. C'est pour voir un peu comment se comporte l'analyseur. Et on regarde les valeurs abstraites de x et de y dans l'état mémoire final. Et donc ça calcule en coq, en moins d'une seconde. Et on obtient pour x l'intervalle 1001-1001. Alors rappelez-vous, la borne inférieure, il faut changer le signe. Donc on sait que x vaut exactement 1001. Et alors pour y, on pourrait espérer qu'on sait que y vaut exactement 1000, mais en fait non. On sait que y est dans l'intervalle 0-1000, ce qui n'est pas si mal quand même. Et alors l'autre exemple, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis, je ne sais pas s'il est très intéressant, mais c'est un peu dans le même genre. Ah oui, donc l'autre exemple, on a une boucle où on incrémente x et on décrémente y à chaque tour de boucle. Et puis au début, on a une constante, donc z qui est x plus y, qui est donc la constante 100. Et donc notre analyseur, il ne se laisse pas trop troubler par tout ça. Donc à la fin, x vaut 11. À la fin, y est entre moins l'infini et 100. Alors pourquoi ça? Parce qu'au début c'était 100 et on l'a décrémenté un certain nombre de fois. On ne sait pas combien, mais donc c'est pas mal comme analyse. Et z, il a bien gardé sa valeur initiale. On sait que z vaut exactement 100. Voilà. Donc je vais arrêter là la formalisation coq et l'interprète abstrait et donc juste conclure. Puis on a quelques minutes pour prendre des questions. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, une approche par interprétation abstraite qui produit des analyseurs statiques qui sont très modulaires. Donc, d'un côté, on a l'interprète abstrait qui dépend du langage de programmation analysé, dépend du langage des expressions, des commandes, est-ce que c'est un langage impératif, fonctionnel, d'ordre supérieur, logique, etc. En revanche, il est générique. Il peut être paramétrisé par des domaines abstraits pour les nombres, les états, etc. De l'autre côté, vous avez des domaines abstraits pour je sais pas, les intervalles de nombres, les propagations des constantes, etc., qui, eux, sont largement indépendants du langage, sont tout à fait réutilisables. Après tout, on a essentiellement les mêmes nombres en C, en Java et en Camel. Et donc, on devrait pouvoir réutiliser les mêmes domaines abstraits. Et puis, pour rajouter à la modularité, quelque chose dont je n'ai pas du tout parlé aujourd'hui, David Pijardy en parlera peut-être un petit peu dans son séminaire, le 30 janvier, sont des mécanismes qui permettent de combiner plusieurs domaines. Par exemple, vous pouvez faire une analyse d'intervalle et une analyse de congruence, une analyse de parité, et raffiner les résultats de l'un par les résultats de l'autre. Si vous savez qu'un nombre x est entier entre 1 et 3 et qu'il est égal à 0 modulo 2, vous savez qu'il est égal à 2. Vous avez rétréci l'intervalle. Voilà, donc ça fait une espèce de Lego, avec lequel on peut assembler des domaines, les composer et les donner à manger à un interprète abstrait pour le langage qui vous intéresse. Alors, quid de la correction vis-à-vis de la sémantique concrète? Alors, soit elle est par construction, dans l'approche calculatoire, l'approche où vous avez vraiment dérivé toutes vos constructions abstraites par des étapes de calcul avec les alpha et les gamma, soit vérifiable a posteriori de manière également modulaire. Vous avez vu que nos interfaces de domaines abstraits, elles ont aussi des propriétés. Alors aujourd'hui, on n'a vu que des analyses non relationnelles,
Les valeurs de chaque variable étaient abstraites indépendamment. Les analyses relationnelles sont, comme les inégalités linéaires, les polyèdres convexes, sont beaucoup plus précises, bien sûr, beaucoup plus difficiles aussi. En particulier, l'algorithmique est horrible. Et voilà. Et donc le séminaire de David Pichardy approfondira un certain nombre de ces points. Et pour finir, une petite bibliographie avec quelques textes introductifs de base de Patrick Couzeau. 3 articles qui parlent d'applications industrielles, d'analyseurs statiques à base d'interprétation abstraite, dont le célèbre analyseur Astrée, utilisé en production chez Airbus. Et puis, à la fin, quelques résultats sur la mécanisation d'interpréteurs abstraits, qui va un peu plus loin que ce que je vous ai montré. Voilà, donc on va arrêter le cours et puis peut-être prendre quelques questions. Je vous remercie.